Le soleil tapait sans pitié sur la plateforme en bois de Dry Creek, tandis que Beatrice Norwood s'y agrippait de ses doigts tremblants, le monde autour d'elle commençant à se brouiller. Elle avait voyagé 3 jours en train depuis Boston, survivant avec à peine plus que des biscuits et de l'eau tiède, déterminée à atteindre le territoire du Wyoming, où un poste d'enseignante l'attendait. À présent, alors que les passagers descendaient autour d'elle, Béatrice sentait ses forces l'abandonner complètement. La gare flottait devant ses yeux, les montagnes lointaines se fondaient dans le ciel azur, tandis que ses genoux fléchissaient sous sa jupe. La dernière chose dont elle se souvenait étaient les planches poussiéreuses qui se précipitaient vers son visage et un cri provenant de quelque part à proximité avant que l'obscurité ne l'envahisse. Lucas Whittaker venait de livrer 3 Mustangs sauvages à l'écurie lorsqu'il entendit l'agitation à la gare ferroviaire de l'autre côté de la rue. À 30 ans, il avait vu beaucoup de problèmes à Dry Creek. Mais quelque chose dans la foule qui se rassemblait sur le quai le fit s'arrêter. Ajustant son Sexton usé, il traversa la route de terre brûlée par le soleil à grandes enjambées, ses éperons tintant à chaque pas. Reculez. Laissez-lui de l'air, ordonna-t-il en se frayant un chemin à travers le cercle de badauds pour trouver une jeune femme étendue, inconscientée, sur le quai en bois. Ses cheveux châtains s'étaient partiellement détachés de leurs épingles et son visage pâle était strié de poussière due au voyage. Un chef de gare l'éventait maladroitement avec son chapeau, tandis qu'une femme âgée gloussait d'inquiétude. Elle s'est effondrée comme une pierre, la pauvre, expliqua la vieille femme. Elle était assise là, l'air pâle, depuis l'arrivée du train. Lucas s'agenouilla à côté de la femme évanouie, remarquant la qualité de sa robe de voyage malgré son état froissé. Elle n'était manifestement pas originaire de Dry Creek ni d'aucun endroit proche du territoire du Wyoming. Sa respiration était faible, mais régulière. « Quelqu'un a-t-il appelé le docteur Pearson ?» demanda Lucas en regardant autour de lui. « Il est chez les Miller. Leur fils s'est cassé le bras, » répondit le chef de gare. Lucas prit une décision rapide. Elle a besoin d'eau et de repos. Avec une aisance acquise par l'habitude, il glissa un bras sous ses épaules et l'autre sous ses genoux, la soulevant comme si elle ne pesait rien. Sa tête se reposa contre sa poitrine et il perçut un léger parfum de lavande sous la poussière du voyage. « Son sac, » dit la vieille femme en montrant un coffre à proximité. « Vous ne pouvez pas le laisser là. Prenez-le pour moi, Madame Holloway, si vous voulez bien. » dit Lucas. « Je l'emmène à la pension de ma mère. C'est la plus proche. La femme et un petit sac de voyage à la main. » Madame Holloway suivit Lucas qui portait l'inconnue inconsciente dans la rue principale de Dry Creek. Quelques habitants s'arrêtèrent pour regarder, mais Lucas ne leur prêta aucune attention. La femme dans ses bras brûlait de fièvre et sa respiration était devenue plus difficile. La pension de sa mère était un bâtiment en bois à 2 étages avec un large porche, l'établissement le plus respectable de la ville. Martha Whittaker le dirigeait depuis la mort du père de Lucas, 10 ans auparavant, et en avait fait leur gagne-pain et leur foyer. Maman Lucas appela alors qu'il ouvrait la porte d'entrée. « Nous avons besoin d'aide. » Martha Whittaker sortit de la cuisine, essuyant ses mains couvertes de farine sur son tablier. À 55 ans, elle était toujours une belle femme aux cheveux gris acier et aux yeux bleus perçants, comme ceux de Lucas. Elle comprit la situation en un instant. « À l'étage, dans la chambre bleue, » dit-elle sans hésiter. « Que s'est-il passé? Elle s'est effondrée à la gare, » expliqua Lucas en portant la femme dans l'escalier étroit. « Personne ne sait qui elle est. Elle travaille sur les quais chez les Miller. La chambre bleue était petite mais impeccable, avec des draps propres sur le lit et des rideaux flottants dans la brise qui entrait par la fenêtre ouverte. » Lucas déposa doucement la femme sur la couette tandis que sa mère s'affairait derrière eux. « Madame Holloway, allez chercher de l'eau fraîche et des linges, » ordonna Martha. « Lucas, va chercher mes selles dans ma commode. » Pendant que Lucas s'éloignait, Martha commença à desserrer le col haut de la femme et à lui retirer ses chaussures. Lorsqu'il revint avec le petit flacon, Madame Holloway avait apporté de l'eau et sa mère était en train de baigner le visage de l'inconnu avec un linge humide. « Elle est épuisée et n'a probablement pas mangé correctement depuis des jours, » déclara Martha. « Elle a sans doute voyagé sans repos. Ces citadins ne comprennent jamais ce que le voyage vers l'ouest fait subir au corps. » Lucas déboucha les selles et les approcha du nez de la femme. Au bout d'un moment, ses paupières papillonnèrent et elle laissa échapper un petit gémissement. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux,
Lucas se retrouva face aux yeux bruns les plus profonds qu'il eût jamais vus. « Où suis-je » parvint-elle à murmurer d'une voix à peine audible. « Vous êtes en sécurité, ma chère, la rassura Martha. Vous êtes à la pension Whittaker à Dry Creek. Vous vous êtes évanouie à la guerre. » La femme tenta de s'asseoir, mais retomba faiblement contre les oreillers. « Toutes mes affaires sont ici, » dit Mme Holloway gentiment, en tapotant la valise qu'elle avait posée près de la porte. « Je suis Beatrix Norwood, » dit la femme, chaque mot lui demandant un effort évident. « Je suis censée être la nouvelle institutrice. » Lucas et sa mère échangèrent un regard. La ville attendait une nouvelle enseignante, mais pas avant une semaine. « Eh bien, mademoiselle Norwood, » dit Martha, « vous n'êtes pas en état d'enseigner pour le moment. Vous avez besoin de repos et d'une alimentation adéquate. »« Je n'en ai pas les moyens, » commença Béatrice, le désarroi se lisant dans ses yeux. « Le conseil scolaire prendra en charge votre hébergement jusqu'à ce que vous alliez mieux, » l'interrompit Lucas, bien qu'il n'ait pas le pouvoir de faire de telles promesses. Il s'arrangerait avec le maire Phillips plus tard. Le docteur Pearson viendra vous examiner à son retour. Le soulagement adoucit les traits de Béatrice. « Merci, Monsieur Whittaker. »« Lucas Whittaker, » répondit-il, soudain conscient de ses vêtements poussiéreux et de sa barbe de 3 jours. « Et voici ma mère, Martha. Vous m'avez porté jusqu'ici, » demanda Béatrice, un léger rougissement colorant ses joues pâles. Lucas acquiesça, étrangement muet face à son regard direct. « Laissons mademoiselle Norwood se reposer, » suggéra Martha en accompagnant Lucas et Mme Holloway vers la porte. « Je vais apporter un peu de bouillon dans un instant, ma chérie. » Dans le couloir, Martha lança un regard entendu à son fils. « Allez, file, ces chevaux ne vont pas se calmer tout seuls à l'écurie. » Lucas acquiesça, mais se surprit à hésiter à partir. « Prévenez-moi quand le docteur passera, dit-il. Je veux m'assurer qu'elle va bien. » Les lèvres de sa mère esquissèrent un petit sourire. Bien sûr, pendant le reste de la journée, Lucas se surprit à repenser à l'institutrice aux yeux bruns. Il se dit que c'était simplement de l'inquiétude pour une inconnue dans le besoin. Mais même lorsqu'il travaillait avec les Mustangs sauvages dans le corral, il jetait des coups d'œil vers la pension, se demandant si Beatrice Norwood se reposait confortablement. Béatrice se réveilla dans la lumière dorée du soir qui filtrait à travers les rideaux de dentelle. Pendant un instant, elle ne se souvint pas où elle était. La panique monta dans sa gorge jusqu'à ce que les événements de la journée lui reviennent en mémoire. Le train, l'épuisement qu'il avait fait s'effondrer sur le quai, puis les bras puissants qu'il avait emportés en lieu sûr. Elle se redressa contre les oreillers, se sentant légèrement plus forte après quelques heures de sommeil. Quelqu'un avait desserré ses vêtements et retiré ses chaussures, mais elle était toujours vêtue de son costume de voyage, désormais désespérément froissé. On frappa doucement à la porte. « Mademoiselle Norwood, êtes-vous réveillée ?» C'était la voix de Martha Whittaker. « Oui, entrez, je vous prie, » répondit Béthus d'une voix plus forte qu'auparavant. Martha entra avec un plateau sur lequel se trouvait un bol fumant et une tasse de thé. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de vous nourrir. Le docteur Pearson est en bas. Il pourra monter quand vous aurez mangé quelque chose. Merci pour votre gentillesse, » dit Béatrice sincèrement, tandis que Martha posait le plateau sur ses genoux. L'odeur du bouillon de poulet fit gargouiller son estomac de manière embarrassante. Martha gloussa. « Quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois, mon enfant? » Béatrice réfléchit. « J'ai mangé du pain et du fromage hier matin à Cheyenne, mais le wagon-restaurant était tellement cher. »« Eh bien, mangez tout ce bouillon, et il y en a encore, » dit Martha fermement. Une jeune femme ne devrait pas se priver de manger, surtout lorsqu'elle voyage seule. Pendant que Béatrice mangeait, Martha s'affairait dans la pièce, ouvrant davantage la fenêtre pour laisser entrer la brise fraîche du soir et baissant la lampe. La présence de cette femme plus âgée avait quelque chose de réconfortant, quelque chose qui rappelait à Béatrice sa propre mère, décédée 5 ans auparavant. « Madame Whittaker, » commença Béatrice avec hésitation, « votre fils a été très gentil de m'aider. J'espère pouvoir le remercier comme il se doit quand je me sentirai mieux. »« Lucas a toujours eu un cœur tendre sous ses airs rustres, » répondit Martha avec une fierté évidente. « Il est en train de terminer son travail à l'écurie, mais il a demandé à être prévenu quand le médecin arriverait. » Elle marqua une pause, observant Béatrice. « Vous avez fait rougir ses joues comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps. » Béatrice sentit ses propres joues s'échauffer. «
Je suis sûr qu'il aurait fait la même chose pour n'importe qui en détresse. Peut-être, dit Martha avec un sourire entendu. Finis ta soupe, ma chérie. Je vais envoyer le médecin. Le Dr. Pearson était un homme bourru d'une soixantaine d'années, avec des lunettes perchées sur le bout du nez et des mains douces malgré leur apparence burinée. Il examina Béatrice avec efficacité, écoutant sa poitrine et vérifiant son pouls. Il diagnostiqua une fatigue et une légère déshydratation, assez courantes chez les nouveaux arrivants qui faisaient le voyage vers l'Ouest, en particulier chez les jeunes femmes peu habituées à ce type de voyage. « Serais-je en état de commencer à enseigner la semaine prochaine ?» demanda Béatrice avec inquiétude. « Le conseil d'administration de l'école m'attend. Quelques jours de repos, des repas équilibrés, et vous serez en pleine forme, » lui assura le Dr. Pearson. « Je vous recommande toutefois d'attendre lundi prochain pour reprendre vos fonctions. Donnez-vous le temps de vous rétablir complètement. » Avant que Béatrice n'ait pu répondre, on frappa à nouveau à la porte. Le Dr. Pearson l'ouvrit et découvrit Lucas Whittaker, sa grande silhouette occupant presque tout l'encadrement de la porte. « Doc, » dit Lucas en saluant d'un signe de tête. « Comment va notre patiente? Elle va s'en sortir, » répondit sèchement le Dr. Pearson. « Mais elle a besoin de repos et de bons repas. »« La cuisine de maman devrait régler le problème, » répondit Lucas en cherchant le regard de Béatrice. « Vous vous sentez mieux, Mademoiselle Norwood? »« Merci beaucoup, Monsieur Whittaker, » répondit-elle, soudain consciente de son apparence débraillée. « Et merci de m'avoir aidé. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. »« Quelqu'un d'autre l'aurait aidé, » dit Lucas modestement. « Tout le monde ne l'aurait pas porté sur 400 mètres jusqu'à un lit convenable, » fit remarquer le Dr. Pearson en rangeant sa trousse médicale. « Bon, j'ai d'autres patients à voir. Mademoiselle Norwood, je reviendrai vous voir demain. D'ici là, restez au lit, sauf pour les déplacements nécessaires. » Après le départ du médecin, Lucas s'attarda maladroitement dans l'embrasure de la porte. « J'ai parlé au maire Phillips. Le conseil scolaire prendra en charge votre séjour ici jusqu'à ce que vous soyez suffisamment rétabli pour emménager dans la maison des enseignants. »« C'est très généreux, » dit Béatrice, soulagée. Ses économies étaient maigres, soigneusement budgétisées pour s'établir dans son nouveau poste. « J'espère pouvoir rembourser la gentillesse de tout le monde une fois que j'aurai commencé à enseigner. » Lucas fit un pas hésitant dans la pièce. « Qu'est-ce qui vous amène ici? » Il s'interrompit, réalisant qu'il ne savait pas d'où elle venait. « De Boston, » répondit-elle. « Et la promesse d'indépendance, je suppose. Mes parents sont décédés et ma tante, chez qui je vivais, s'est récemment remariée. Son mari a ses propres enfants et n'a pas vraiment besoin d'une bouche supplémentaire à nourrir. Elle n'avait pas l'intention d'en dire autant, mais le regard fixe de Lucas Whittaker l'avait poussé à se confier. Il ne l'interrompit pas et ne lui offrit pas de platitude, se contentant d'acquiescer comme s'il comprenait parfaitement. « Dry Creek est une ville agréable, » dit-il après un moment. « Petite, mais en pleine croissance. Les enfants ont besoin d'une bonne éducation. Le dernier enseignant que nous avons eu est parti au bout d'1 an. Il ne supportait pas les hivers. Je suis plus résistante que je n'en ai l'air, » dit Mme Whittaker, Béatrice, avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait, surtout compte tenu des événements de la journée. Un sourire se dessina sur ses lèvres, transformant son visage buriné. « Je vous crois, Madame Norwood. » Martha apparut dans l'embrasure de la porte. « Lucas, laisse cette pauvre fille se reposer. Vous pourrez continuer votre conversation quand elle se sentira mieux. »« Oui, maman, » répondit Lucas en remettant son chapeau. « Bonne nuit, Mademoiselle Norwood. J'espère que vous vous sentirez mieux demain matin. Bonne nuit, Monsieur Whittaker, et merci encore. » Après leur départ, Béatrice se laissa retomber contre les oreillers, submergée une fois de plus par la fatigue. Alors qu'elle sombrait dans le sommeil, elle se surprit à penser aux yeux bleus de Lucas Whittaker et à la douceur avec laquelle il l'avait portée en lieu sûr. Le lendemain matin, Béatrice se réveilla en se sentant nettement plus forte. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, et les bruits du ruisseau asséché qui reprenait vie flottaient à travers la fenêtre ouverte, des roues de charrette sur des chemins de terre, le martèlement lointain du forgeron, des voix qui échangeaient des salutations. Elle parvint à s'asseoir et à balancer ses jambes sur le côté du lit sans ressentir les vertiges qui l'avaient tourmentée la veille. Son val était appuyé contre le mur et elle se demandait si elle aurait la force d'aller chercher des vêtements propres
lorsque Martha frappa à la porte et entra avec un plateau repas. « Eh bien, tu as l'air d'aller beaucoup mieux, » dit Martha d'un ton approbateur en posant le plateau sur une petite table près de la fenêtre. « Tu penses pouvoir venir manger ici? »« Je pense que oui, » répondit Bitra en se levant prudemment. Elle était encore faible, mais elle n'avait plus l'impression qu'elle allait s'effondrer à tout moment. Elle se dirigea vers la chaise que Martha avait tirée et s'assit avec gratitude. « J'ai apporté de l'eau fraîche pour vous laver, » continua Martha en montrant un pichet et une bassine posés sur la commode. « Et une fois que vous aurez mangé, je peux vous aider à vous changer si vous voulez. Vous vous sentirez mieux dans des vêtements propres. » « Vous êtes très gentille, » dit Béatrice, profondément touchée par la gentillesse de la femme. « Mais non, c'est ce que ferait n'importe quelle personne honnête, » répondit Martha, mais ses yeux étaient chaleureux. « Maintenant, mangez. Vous avez besoin de reprendre des forces. Le petit déjeuner était simple mais délicieux. Des œufs brouillés, des toasts avec de la confiture et du thé fort. » Béatrice mangea plus qu'elle ne l'avait prévu, son appétit revenant avec ses forces. « Lucas est parti tôt pour aller voir le troupeau, » mentionna Martha en aidant Béatrice à enfiler une robe de jour fraîche en coton bleu pâle. « Il m'a dit de te dire qu'il espérait que tu te sentais mieux. »« Il élève du bétail ?» demanda Béatrice en levant les bras pour que Martha puisse boutonner le dos de la robe. « Principalement des chevaux, » expliqua Martha. « Il les dresse et les entraîne pour les ranchs de tout le territoire. Il a un don avec les chevaux sauvages que personne d'autre n'a. »« Il semble très compétent, » observa Béatrice. Martha rit doucement. « Il est parfois trop compétent pour son propre bien. Il s'occupe des problèmes de tout le monde et en oublie les siens. » Elle finit d'attacher le dernier bouton et recula. « Voilà, tu as l'air beaucoup plus toi-même maintenant. » Avec l'aide de Martha, Béatrice réussit à se brosser et à se recoiffer les cheveux. Ces tâches simples l'épuisaient plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais cela lui faisait du bien d'être à nouveau présentable. « Pensez-vous que je puisse m'asseoir en bas pendant un moment? » demanda-t-elle. « J'aimerais voir un peu plus de Dry Creek que cette pièce, aussi charmante soit-elle. »« Le Dr. Pearson a dit que vous deviez vous reposer, » lui rappela Martha. « Mais je suppose qu'un petit moment dans le salon ne vous fera pas de mal si vous êtes capable de monter les escaliers. » La descente fut lente mais supportable grâce aux bras solides de Martha qui la soutenait. Le salon de la pension était confortablement meublé, avec un settee, plusieurs fauteuils et une bibliothèque remplie de volumes bien rangés. À travers les fenêtres de devant, Béatrice pouvait voir la rue principale de Dry Creek, une large route en terre bordée de bâtiments en bois, dont certains arboraient de fausses façades dans une tentative de grandeur. « C'est plus grand que je ne le pensais, » commenta Béatrice en s'installant sur le canapé. « Ça grandit chaque mois, » confirma Martha. « Le chemin de fer a tout changé. Nous avons maintenant près de 800 âmes, en comptant les fermes et les ranchs périphériques. »« Et l'école? » demanda Béatrice. Son intérêt professionnel était à son comble. « 43 élèves au dernier décompte, âgés de 6 à 16 ans, » répondit Martha. « Ils se débrouillent avec Madame Henderson, la femme du pasteur, depuis le départ de Mademoiselle Abernathy, mais les enfants ont besoin d'un véritable enseignant. » Béatrice acquiesça, un mélange d'anticipation et d'anxiété lui nouant l'estomac. 43 élèves d'âge différents allaient représenter un défi, mais elle était bien formée et déterminée à réussir dans son nouveau poste. Tout au long de la journée, plusieurs habitants de Dry Creek passèrent à la pension, officiellement pour souhaiter la bienvenue à Béatrice, mais manifestement curieux de connaître la nouvelle enseignante qui avait fait une entrée si spectaculaire. Martha limita les visites, soucieuse de la santé encore fragile de Béatrice, mais celle-ci apprécia de rencontrer certains de ses nouveaux voisins. Le maire Phillips, un homme corpulent aux favoris en pâte d'ours, lui assura que l'école était prête à l'accueillir dès que le Dr. Pearson la déclarerait apte à enseigner. Madame Henderson apporta un plan de la ville dessiné à la main, sur lequel elle avait soigneusement indiqué les lieux importants, notamment l'école, l'église et le magasin général. Même le rédacteur en chef du journal local, un jeune homme nommé Edward Collins, passa la voir, sans même, espérant manifestement obtenir un article sur l'institutrice venue de l'Est qui s'était évanouie à la gare. En fin d'après-midi, Béatrice était épuisée, mais ravie d'avoir fait connaissance avec la communauté. Elle se reposait sur le settee avec un livre de la collection de Martha lorsque la porte d'entrée s'ouvrit
et que Lucas Whittaker entra, apportant avec lui une odeur de chevaux, de cuir et de plein air. Il s'arrêta net lorsqu'il la vit et ôta rapidement son chapeau. Mademoiselle Norwood, vous êtes debout et en forme. À peine, admet-elle avec un petit sourire, mais je vais mieux grâce aux excellents soins de votre mère. Lucas jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant sans doute Martha. Maman est allée au magasin, expliqua Béatrix. Elle a dit qu'elle ne serait pas longue. Il acquiesça, semblant indécis entre rester ou partir. Finalement, il s'installa dans un fauteuil en face d'elle. Aujourd'hui, tout le village ne parle que de vous, dit-il avec une pointe d'amusement dans la voix. Je n'avais pas prévu une arrivée aussi mémorable, répondit Béatrice, les joues rougissantes. J'espérais faire une première impression plus digne. Les gens d'ici ne font pas beaucoup de cérémonies, la rassura Lucas. Ils s'intéressent davantage à votre capacité à apprendre à leurs enfants à lire et à compter correctement. Je peux vous le promettre, dit Béatrice avec conviction. Je ne suis peut-être pas encore habitué à vos coutumes occidentales, mais je suis une bonne enseignante, Monsieur Whittaker. Je n'en doute pas, dit-il en scrutant son visage de ses yeux bleus. Et appelez-moi Lucas, je vous en prie. Monsieur Whittaker me fait penser à mon père. Alors vous devez m'appeler Béatrice, répondit-elle, légèrement émue par cette familiarité. À Boston, une telle familiarité aurait été considérée comme impertinente, mais les règles semblaient différentes ici, dans le Wyoming. Béatrice, répéta-t-il comme pour tester la sonorité de son nom. Cela vous va bien. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Martha revint, les bras chargés de paquets. Lucas se leva d'un bond pour l'aider, prenant les paquets et les posant sur une table d'appoint. « Je vois que vous faites connaissance, » observa Martha, les yeux passant de l'un à l'autre. « Je tenais simplement compagnie à Mademoiselle Norwood Béatrice en attendant votre retour, » expliqua Lucas. « Eh bien, maintenant, vous pouvez vous rendre utile et m'aider à préparer le dîner, » dit Martha. « Béatrice, vous devriez vous reposer avant le repas du soir. Vous avez eu assez d'émotions pour aujourd'hui. » Même si elle était réticente à mettre fin à sa conversation avec Lucas, Béatrice ne pouvait nier sa fatigue. Avec son aide, elle remonta à l'étage dans la chambre bleue, où elle se reposa jusqu'à ce que Martha l'appelle pour le dîner. Le repas était simple mais copieux. Poulet rôti, hommes arafouis, péwisquani, pommes de terre et pain frais. Les trois autres résidents de la pension se joignirent à eux. Monsieur Grayson, un comptable âgé qui travaillait à la banque. Mademoiselle Winters, une couturière d'âge moyen, et M. Thornton, un géomètre travaillant pour les chemins de fer. La conversation fut animée, tout le monde étant curieux de connaître la vie de Béatrice à Boston et son voyage vers l'Ouest. Lucas parla peu pendant le repas, mais Béatrice sentait souvent son regard posé sur elle. Lorsque leurs regards se croisaient, il lui adressait un petit sourire avant de reporter son attention sur son assiette. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa force tranquille, si différente de celle des jeunes hommes volubiles qu'elle avait connus à Boston. Après le souper, malgré ses protestations pour aider à débarrasser la table, Béatrice fut renvoyée au salon pour se reposer. Lucas la suivit quelques minutes plus tard et s'assit dans le même fauteuil qu'il avait occupé plus tôt. « Vous jouez aux échecs ?» demanda-t-il en désignant une petite table avec un échiquier incrusté entre eux. « Oui, mais je ne suis pas particulièrement doué, admit Béatrice. Voulez-vous faire une partie? » Pour passer la soirée, acquiesça Béatrice. Et Lucas installa les pièces d'une main experte. Pendant qu'il jouait, il lui parla de Dry Creek, de son histoire, de ses habitants, des défis de la vie dans le territoire du Wyoming. Il évoqua les hivers rigoureux, les sécheresses estivales, l'isolement qui poussa certains colons à retourner dans l'Est. « Vous donnez une image plutôt rébarbative, » observa Béatrice en déplaçant prudemment son fou sur l'échiquier. « Ça peut l'être, » reconnut Lucas. « Mais ici, il y a une liberté que vous ne trouverez pas dans l'Est. De l'espace pour respirer, pour devenir ce que vous voulez. » Il captura son fou avec un cavalier dont elle n'avait pas remarqué la menace. Échec. Béatrice fronça les sourcils en regardant l'échiquier et déplaça son roi hors de danger. « C'est pour cela que vous restez, pour la liberté ?» Lucas réfléchit à sa question tout en étudiant la partie. « En partie. Cette terre vous imprègne. Et il y a maman à qui penser, elle ne quitterait pas la pension, et je ne la quitterai pas. » Il déplaça sa reine. Échec et main en 3 coups. Béatrice examina l'échiquier et vit qu'il avait raison.
Tu joues bien, concéda-t-elle en renversant son roi en signe de reddition. C'est mon père qui m'a appris, dit Lucas, une ombre passant sur son visage. Il croyait que les échecs forgeaient le caractère. Il semble avoir été un homme sage. Il l'était. Lucas commença à remettre les pièces en place. Ils jouèrent une autre partie jusqu'à ce que Martha entre et insiste pour que Béatrice se repose. Alors que Lucas l'aidait à monter les escaliers pour la deuxième fois de la journée, Béatrice prit conscience de sa main sous son coude, de la chaleur rassurante de sa présence à ses côtés. Arrivé à sa porte, il hésita. « Dormez bien, Béatrice. Je partirai avant l'aube demain pour emmener des chevaux dans un ranch près de Laramie, mais je reviendrai dans quelques jours. Merci pour les parties d'échecs, dit-elle, et pour votre compagnie. » Il acquiesça, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Avec plaisir. » Alors que Béatrice se préparait à se coucher, elle se surprit à penser aux yeux bleus de Lucas et à la douceur avec laquelle ses doigts cailleux avaient déplacé les pièces d'échecs. Elle était venue dans le Wyoming pour gagner son indépendance, pour prendre un nouveau départ loin des contraintes de la société bostonienne. L'amour était la dernière chose qui lui venait à l'esprit. Et pourtant, alors qu'elle sombrait dans le sommeil, c'était le visage de Lucas Whittaker qui occupait ses pensées. Les 3 jours suivants passèrent rapidement et Béatrice reprit des forces. Dès le 2e jour, elle fut capable de se rendre à pied à l'école avec Martha, où elle passa plusieurs heures à se familiariser avec la salle de classe et à parcourir les manuels disponibles. L'école, composée d'une seule pièce, était simple mais fonctionnelle, avec des rangées de bureaux en bois, un poêle à bois pour les mois d'hiver et une petite collection de livres et d'ardoises. Madame Henderson, la femme du pasteur, qui avait remplacé l'enseignante, accueillit chaleureusement Béatrice et lui remit un cahier contenant le nom, l'âge et le niveau scolaire de chaque enfant. Il était évident que l'éducation des enfants avait été quelque peu aléatoire pendant la période intérimaire, mais Béatrice était convaincue qu'elle pourrait apporter structure et progrès à leur apprentissage. Le 3e jour, le docteur Pearson la déclara apte à emménager dans la maison de l'enseignant, une petite structure bien entretenue située derrière l'école. Martha l'aida à s'installer, lui fournissant du linge de maison, des ustensiles de cuisine et de la nourriture pour la dépanner jusqu'à ce qu'elle puisse faire ses courses au magasin général. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Martha en regardant autour d'elle le cottage de 2 pièces, « mais c'est intime et proche de l'école. »« C'est parfait, » lui assura Béatrice. La pièce de devant servait à la fois de salon et de cuisine, avec une petite table, 2 chaises, un settee et une cuisinière en fonte. La pièce du fond contenait un lit étroit, un lavabo et une commode. C'était modeste par rapport à la maison de sa tante à Boston, mais c'était à elle seule, un espace où elle pouvait construire sa nouvelle vie. « Tu te joindras à nous pour le dîner de dimanche demain ?» demanda Martha en se préparant à partir. « Lucas devrait être de retour d'ici là. »« Je serais ravi, » répondit Béatrice, essayant d'ignorer le frémissement dans son ventre à l'évocation du retour de Lucas. Ce soir-là, alors que Béatrice était assise sur le petit porche de la maison, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes lointaines d'or et de pourpre, elle ressentit un contentement qu'elle ne s'attendait pas à trouver si rapidement dans cet endroit inconnu. Dry Creek n'avait rien à voir avec Boston, avec ses rues pavées et ses bâtiments en briques, mais il y avait une chaleur dans cette communauté qui l'avait accueillie malgré son arrivée peu prometteuse. Le dimanche matin se leva, clair et lumineux. Béatrice s'habilla avec soin, enfilant sa plus belle robe, une robe en coton vert foncé avec de la dentelle blanche au col et aux poignets, et se rendit à la petite église blanche au bout de Main Street. Les fidèles l'accueillirent avec enthousiasme, beaucoup se présentant comme les parents de ses futurs élèves. Oh, elle venait de s'asseoir sur un banc vers le fond de l'église lorsque la porte s'ouvrit à nouveau et que Lucas entra. Il était méconnaissable par rapport au cow-boy poussiéreux qu'il avait porté depuis la gare. Rasé de près, les cheveux noirs soigneusement peignés, il portait un costume noir qui, bien que n'étant pas neuf, épousait parfaitement ses larges épaules. Leurs regards se croisèrent à travers l'église, et il lui fit un petit signe de tête avant de s'asseoir à côté de sa mère, plusieurs rangées plus loin. Tout au long du service, Béatrice sentit son attention déviée du sermon du révérend Henderson vers la nuque de Lucas. Lorsque l'assemblée se leva pour chanter des hymnes, elle put entendre sa voix de baryton se mêler aux autres, forte et juste. Après le service, alors que les gens se rassemblaient sur les marches de l'église pour discuter,
Lucas se dirigea vers elle. « Bienvenue à l'heure sociale de Dry Creek, dit-il avec un sourire en coin. Il y a plus de commérages ici le dimanche matin que dans le saloon toute la semaine. » « Vraiment? » répondit Béatrice, amusée par son observation. « Et de quoi pourrait-il bien parler aujourd'hui? »« De la nouvelle institutrice, bien sûr, dit-il, les yeux bleus pétillants, et du cow-boy qu'il avait porté depuis la guerre. » Béatrice sentit ses joues s'échauffer. Ils ont sûrement des sujets plus intéressants à discuter. « Pas à Dry Creek, lui assura Lucas. Même si le nouveau bébé des Miller et la querelle entre les frères Anderson au sujet des droits sur l'eau sont des sujets tout aussi intéressants. Ils furent interrompus par le maire Phillips, qui voulait présenter Béatrice à plusieurs autres habitants de la ville. Au moment où elle eut rencontré tout le monde et répondu à d'innombrables questions sur ses projets pour l'école, Lucas avait disparu. Déçue, elle retourna à son cottage pour se changer avant le dîner chez les Whittaker. Lorsqu'elle arriva à la pension plus tard dans l'après-midi, Martha l'accueillit chaleureusement. « Lucas est derrière la maison. Il va voir un cheval malade, » expliqua-t-elle en conduisant Béatrice à la cuisine. « Il sera là dans un instant. Je peux vous servir une tasse de thé pendant que nous finissons de préparer le dîner? » Béatrice insista pour aider et se mit bientôt à éplucher des pommes de terre pendant que Martha s'occupait d'un rôti dans le four. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ces tâches ménagères, si différentes des repas formels préparés par les domestiques dans la maison de sa tante à Boston. « Vous semblez à l'aise dans la cuisine, » observa Martha en observant les mouvements précis de Béatrice avec le couteau. « Ma mère pensait que toutes les femmes devaient savoir cuisiner, quelle que soit leur condition sociale, » expliqua Béatrice. « Elle m'a appris avant de tomber malade. »« Elle semble être une femme sensée, » dit Martha d'un ton approbateur. « Trop de femmes de l'Est viennent dans l'Ouest sans aucune compétence pratique, s'attendant à retrouver le même confort qu'elles ont laissé derrière elles. » « Je ne me fais pas d'illusions, » l'assura Béatrice. « Même si j'admets que j'ai beaucoup à apprendre sur la vie dans le Wyoming. »« Vous vous adapterez, » dit Martha avec assurance. « Vous avez un esprit résilient. Je l'ai vu même lorsque vous étiez à moitié morte d'épuisement. » Avant que Béatrice n'ait pu répondre, la porte arrière s'ouvrit et Lucas entra, apportant avec lui l'odeur du foin et des chevaux. Il avait troqué ses vêtements d'église pour une tenue plus décontractée, mais il était resté rasé de près, ce qui accentuait la ligne forte de sa mâchoire. « Bat !» la salua-t-il, le visage illuminé d'un sourire qui fit battre son cœur. « Tu as bonne mine. Le cottage te convient très bien, » répondit-elle, « même si j'ai encore du mal à me servir de la cuisinière. Nous devrons veiller à ce que tu ne meures pas de faim avant de la maîtriser, » dit Lucas d'un ton taquin. « Nous ne pouvons pas laisser notre nouvelle enseignante dépérir. » Le dîner fut très animé, Lucas régalant ses convives d'anecdotes sur son voyage à Laramie. Il avait un don pour raconter des histoires, dépeignant de manière vivante les personnages qu'il avait rencontrés et les chevaux sauvages qu'il avait livrés à un riche éleveur. Cet homme n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire d'eux, expliqua Lucas en secouant la tête. Il les avait achetés parce qu'ils étaient beaux, pas parce qu'il comprenait leur esprit. J'ai passé une journée supplémentaire à montrer à ses employés comment s'en occuper correctement. Seront-ils bien traités? Demanda Béatrice inquiète. L'expression de Lucas s'adoucit à sa question. Je m'en suis assuré. Je ne les aurais pas laissés là sinon. Après le dîner, tandis que Martha insistait pour s'occuper seule de la vaisselle, Lucas invita Béatrice à voir la petite écurie derrière la pension où il gardait ses propres chevaux. « J'aimerais vous présenter Midnight, dit-il, le meilleur cheval que j'ai jamais eu. » L'air du soir était frais, tandis qu'il traversait la cour pour se rendre à l'écurie bien entretenue. À l'intérieur, un magnifique étalon noir hennit doucement en guise de salut lorsque Lucas s'approcha de son box. « Il est magnifique, » murmura Béatrice, admirant le pelage brillant et les yeux intelligents du cheval. « Je l'ai capturé à l'état sauvage il y a 3 ans, » dit Lucas en caressant affectueusement le nez de l'étalon. « Il m'a fallu des mois pour gagner sa confiance, mais maintenant nous nous comprenons parfaitement. »« Je peux ?» demanda Béatrice en tendant timidement la main vers le cheval. « Bien sûr, il est doux avec ceux qu'il sent inoffensifs. » Béatrice caressa délicatement le nez velouté de Midnight, ravie lorsque le cheval se pencha vers sa main. « J'ai toujours aimé les chevaux, même si j'ai rarement eu l'occasion de monter à Boston. »« Vous n'avez jamais monté ?» demanda Lucas surpris. « Parfois dans le parc, mais seulement en Amazone, bien sûr,
Et jamais plus vite qu'au petit trot, expliqua Béatrice. Il était considéré comme inconvenant pour une dame de montrer trop d'enthousiasme pour l'équitation. Lucas secoua la tête, trouvant clairement cette idée ridicule. Ici, savoir bien monter à cheval n'est pas une question de bienséance, c'est une nécessité pratique. Aimeriez-vous apprendre correctement? Je veux dire, les yeux de Beatrice s'écarquillèrent. Vous m'apprenez? Je serais ravi, répondit Lucas. Nous pourrions commencer le week-end prochain si vous le souhaitez. J'ai une jument docile qui serait parfaite pour une débutante. J'aimerais beaucoup, répondit Béatrice, touchée par son offre. Ils restèrent un moment dans l'écurie, Lucas lui présentant ses autres chevaux et lui expliquant ses méthodes d'entraînement. À la tombée de la nuit, ils retournèrent à la maison, marchant côte à côte dans le crépuscule naissant. « Voulez-vous vous joindre à nous pour une nouvelle partie d'échecs » demanda Lucas lorsqu'ils arrivèrent sous le porche. « Je devrais rentrer au cottage » répondit Béatrice à contre-cœur. « Demain, c'est mon premier jour d'enseignement et je veux être bien préparé. » « Bien sûr, acquiesça Lucas, le regard compréhensif. « Puis-je vous raccompagner chez vous? » Le court trajet jusqu'au cottage des enseignants fut ponctué d'une conversation agréable sur la ville, la rentrée scolaire à venir et les impressions de Béatrice sur le Wyoming jusqu'à présent. Arrivé à sa porte, Lucas hésita, semblant réticent à partir. « Bonne chance pour demain, dit-il finalement. Les enfants vont t'adorer. »« Je l'espère, répondit Béatrice, soudain nerveuse à l'idée de la journée qui l'attendait. « Ils t'adoreront, l'assura Lucas. Et si certains des garçons plus âgés te causent des problèmes, il te suffira de mentionner tes amis avec Lucas Whittaker. Ça devrait les calmer. » Béatrice rit. « Tu es donc le gardien de l'ordre de la ville? »« Pas vraiment, répondit-il en souriant. Mais je suis connu pour emmener les fauteurs de troubles dans les troupeaux de bétail. Rien n'apprend mieux le respect que 3 jours à cheval à la poursuite des bêtes égarées. Je m'en souviendrai, promit Béatrice, ses yeux rencontrant ceux de Lucas dans la lumière déclinante. Pendant un instant, Lucas sembla vouloir ajouter quelque chose, mais il se contenta de soulever son chapeau. « Bonne nuit, Béatrice. À bientôt. Bonne nuit, Lucas. » En le regardant s'éloigner, Béatrice ressentit un curieux mélange d'anticipation et de satisfaction. Le territoire du Wyoming s'avérait déjà bien plus intéressant qu'elle ne l'avait imaginé. La première journée de Béatrice à l'école Dry Creek commença tôt, les enfants arrivant avant la sonnerie de 8 heures, curieux de découvrir leur nouvelle enseignante. Ils entrèrent timidement, prirent place à leur place habituelle et la regardèrent avec de grands yeux tandis qu'elle écrivait son nom au tableau. « Mademoiselle Norwood. » « Bonjour les enfants. » Elle les salua chaleureusement. « Je suis très heureuse de vous rencontrer et j'ai hâte de commencer à apprendre avec vous. » Les plus jeunes élèves, assis au premier rang, la regardaient avec une curiosité non dissimulée, tandis que les plus âgés, assis au fond, gardaient un visage neutre, réservant clairement leur jugement sur cette nouvelle venue de l'Est. S'appuyant sur sa formation et son expérience d'assistante enseignante à Boston, Béatrice établit rapidement une routine, évaluant les capacités de chaque enfant et les organisant en groupe pour l'enseignement. À midi, elle avait commencé à apprendre leurs noms et à découvrir leur personnalité. La petite Sarah Miller, brillante, avec ses dents de devant manquantes. James Peterson, sérieux, qui dévorait les livres sur l'exploration. Les jumeaux espiègles Thomas et Timothy White, qui mettaient clairement à l'épreuve la patience de tous les enseignants. À la fin des cours, à 16 heures, Béatrice se sentait épuisée mais satisfaite. La journée s'était mieux déroulée qu'elle n'osait l'espérer, même les élèves les plus réticents s'intéressant à ses méthodes d'enseignement innovantes. Elle était en train d'effacer le tableau noir lorsqu'un coup à la porte ouverte la fit se retourner. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Tu as survécu à ton premier jour, je vois, » dit-il en entrant dans la classe. « À peine, » répondit Beatrice en riant et en posant l'effaceur. « Mais oui, ça s'est bien passé. Les enfants sont brillants et avides d'apprendre, même les garçons d'Anderson. » demanda Lucas avec scepticisme, faisant référence à 3 frères notoirement turbulents qui avaient été le cauchemar des enseignants précédents. « Même eux, » confirma Béatrice, « même si je soupçonne qu'ils se sont comportés de leur mieux aujourd'hui, évaluant la nouvelle enseignante avant de décider à quel point il pouvait lui causer des problèmes. » Lucas gloussa. « Bonne analyse.
Ils ont déjà fait fuir 2 enseignants. Eh bien, ils ne me feront pas fuir, dit Bitrus avec fermeté. J'ai déjà eu affaire à des élèves difficiles. Je te crois, dit Lucas, l'air sérieux malgré le sourire qui jouait encore sur ses lèvres. Tu as une force qui ne se voit pas au premier abord. Béatrice sentit ses joues s'échauffer devant ce commentaire perspicace. Qu'est-ce qui vous amène à l'école? Vous n'êtes sûrement pas venu pour vous assurer que je suis capable de gérer quelques garçons turbulents. En fait, je vous ai apporté quelque chose, dit Lucas. Soudain, légèrement mal à l'aise, il sortit de sa poche un petit paquet enveloppé dans du papier brun. Ce n'est pas grand-chose, juste un petit cadeau de bienvenue. Surprise et touchée, Béatrice déballait soigneusement le paquet et découvrit un magnifique marque-page en bois sculpté, décoré de fleurs sauvages complexes originaires du Wyoming. « Lucas, c'est magnifique, murmura-t-elle en passant ses doigts sur le bois lisse. « C'est toi qui l'as fait? » Il acquiesça, ses joues bronzées rougissant légèrement. « La sculpture m'aide à passer le temps pendant les longs trajets avec le bétail. Maman m'a dit que tu aimais lire, alors... » « Merci, dit Béatrice sincèrement. C'est un cadeau très attentionné. » Ils restèrent longtemps à se regarder, l'air entre eux chargé d'une émotion que Béatrice ne pouvait pas vraiment nommer. Finalement, Lucas s'éclaircit la gorge. « Je devrais te laisser finir ici, dit-il. Mais je voulais confirmer notre cours d'équitation ce week-end, si tu es toujours intéressé. »« Tout à fait, lui assura Béatrix. Samedi matin. »« Parfait. Je passerai au cottage vers 9 heures, si cela te convient. » Après le départ de Lucas, Béatrice se surprit à sourire en terminant ses tâches dans la salle de classe. Le marque-page en bois lui semblait être la promesse de quelque chose de plus que de l'amitié, même si elle n'osait guère reconnaître ses pensées, même à elle-même. Le reste de la semaine passa dans un tourbillon de cours, de rencontres avec ses élèves et d'adaptation à son nouveau rôle dans la communauté. Chaque soir, Béatrice rentrait à son cottage, préparait un repas simple et planifiait les cours du lendemain. De temps en temps, elle apercevait Lucas en ville, occupé à charger des provisions à la mercerie, en grande conversation avec le forgeron ou chevauchant Midnight dans Main Street. À chaque fois, il soulevait son chapeau ou levait la main en guise de salut, son sourire la réchauffant même à distance. Le samedi matin, Béatrice était impatiente de prendre sa leçon d'équitation. Elle avait fouillé dans sa garde-robe limitée et avait choisi sa jupe et sa blouse les plus simples, pratiques, mais pas idéales pour monter à cheval. Elle était en train de tresser ses cheveux en une seule natte lorsqu'on frappa à sa porte à 9 heures pile. Lucas se tenait sous son porche, l'allure d'un cow-boy dans son jean usé, son gilet en cuir et ses bottes Edson. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il vit son apparence, ses cheveux lâchés sur ses épaules, en cours de tressage. « Je suis désolé, dit-il rapidement, je suis en avance. »« Je peux attendre, ce n'est pas grave, répondit Béatrice en reculant pour l'inviter à entrer. Je suis presque prête. Entrez, je finis de me coiffer. Le cottage sembla soudain plus petit avec la grande silhouette de Lucas qui remplissait l'espace. Il ôta son chapeau et regarda avec intérêt les quelques touches personnelles que Béatrice avait ajoutées à sa nouvelle maison. Des livres empilés sur la petite table, un vase de fleurs sauvages sur le rebord de la fenêtre. La couette de sa mère était soigneusement pliée sur le canapé. « Vous vous êtes bien installé, observa-t-il. « J'essaie, amie Béatrice en reprenant son tressage. C'est très différent de ce à quoi je suis habitué, mais j'aime cette simplicité. » Lucas regarda ses doigts travailler silencieusement dans ses cheveux châtains, le visage impassible. Lorsqu'elle eut terminé et attaché la tresse avec un ruban, il sembla sortir de sa rêverie. « Je t'ai amené Daisy pour que tu puisses la monter, » dit-il. « Elle est douce, mais pas trop capricieuse, parfaite pour une débutante. » Dehors, 2 chevaux attendaient patiemment. Midnight avec sa robe noire brillante, et à côté de lui une jolie jument alezanée avec une tache blanche sur le nez. « Elle est magnifique, » dit Béatrice en s'approchant prudemment de Daisy. « C'est vrai, » acquiesça Lucas. « Et elle a le tempérament le plus doux de tous les chevaux que j'ai dressés. Allez, donne-lui l'occasion de faire ta connaissance. » Il lui montra comment laisser Daisy renifler sa main avant de caresser le cou du cheval. Béatrice suivit son exemple et fut ravie lorsque le cheval lui donna un petit coup de museau dans la paume. « Elle t'aime bien, » dit Lucas avec satisfaction. « Maintenant, je vais te montrer comment monter. » L'heure suivante fut consacrée à des instructions minutieuses, Lucas enseignant à Béatrice les bases de l'équitation,
Comment tenir les rênes? Comment signaler au cheval de marcher, de trotter et de s'arrêter? Comment maintenir son équilibre en selle? Il avait judicieusement apporté une selle pour femme, ce qui lui permettait de monter plus confortablement en jupe, même s'il mentionna que de nombreuses femmes du Wyoming portaient des jupes fendues ou même des pantalons pour monter à cheval. Scandaleux selon les normes de Boston, Red Betrus, mais j'en comprends l'aspect pratique. Ils ont chevauché au pas à la périphérie de la ville, puis ont suivi un ruisseau qui serpentait à travers des prairies resplendissantes de fleurs sauvages de fin d'été. Lucas était un professeur patient, restant près d'elle et l'encourageant et la corrigeant si nécessaire. Vous avez une assise naturelle, observa-t-il alors que Béatrice prenait de l'assurance, prête à essayer un trot doux. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour se reposer dans un bosquet de peupliers au bord du ruisseau, Béatrice était rayonnante d'excitation et d'une nouvelle confiance en elle. Descendant de cheval avec l'aide de Lucas, elle trouva ses jambes quelque peu instables à cause de cet exercice inhabituel. Vous vous en êtes merveilleusement bien sorti, la félicita Lucas en l'aidant à s'asseoir sur un tronc d'arbre tombé pendant que les chevaux buvaient dans le ruisseau. La plupart des débutants sont terrifiés à l'idée de trotter lors de leur première leçon. C'était exaltant, admit Béatrice en étirant ses muscles endoloris. Mais je pense que je vais le sentir demain. Lucas sourit et sortit une gourde d'eau d'un petit paquet enveloppé dans un tissu qu'il avait dans sa sacoche. Maman insistait pour que j'apporte des rafraîchissements, expliqua-t-il en déballant du pain frais, du fromage et des pommes. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, profitant du cadre paisible et du doux murmure du ruisseau. Béatrice ne s'était jamais sentie aussi à l'aise en compagnie d'un homme. À Boston, les interactions sociales entre hommes et femmes célibataires étaient soigneusement surveillées, remplies de conversations formelles et de subtiles règles sociales. Ici, avec Lucas, tout semblait agréablement simple. « Parlez-moi de votre vie avant le Wyoming », dit Lucas, rompant le silence. « Comment était Boston » Béatrice réfléchit à sa question. Animée, bondée, pleine de règles de bonne conduite, en particulier pour les jeunes femmes. Elle sourit en se souvenant, mais aussi belle à sa manière. Le port au coucher du soleil, le jardin public au printemps, les librairies à chaque coin de rue. Ça te manque. Certaines choses, admit-elle. Les bibliothèques en particulier, mais pas les contraintes. Après la mort de mes parents, je suis allé vivre chez ma tante et je me suis senti étouffé. L'enseignement était ma seule échappatoire. Le seul endroit où je me sentais vraiment utile. Lucas acquiesça pensivement. Et maintenant, comment trouvez-vous Dry Creek? Il est trop tôt pour le dire avec certitude, répondit Béatrice honnêtement. Mais je me sens déjà plus moi-même ici, comme si je pouvais respirer plus profondément. Elle lui jeta un regard timide. Les gens ont été très accueillants. Ils reconnaissent la qualité quand ils la voient, dit simplement Lucas. Dry Creek a besoin de gens comme vous, éduqués, dévoués, prêts à construire quelque chose de durable. Ces paroles la touchèrent profondément. Et vous, demanda-t-elle, avez-vous toujours vécu ici? Vous êtes né et avez grandi ici? Lucas confirma. Mon père est venu dans l'Ouest après la guerre civile. Il a rencontré ma mère à Cheyenne. Ils ont ouvert une pension ensemble, mais P a toujours eu la bougeotte. Il partait dompter des chevaux pendant des mois, puis revenait avec des histoires et des cadeaux. Une ombre passa sur son visage. Une fois, il n'est pas revenu. Il a été désarçonné par un Mustang et s'est brisé le cou, dira-t-il. Je suis vraiment désolé, dit Béatrice doucement. Lucas haussa les épaules, bien que la douleur soit évidente dans ses yeux. C'était il y a longtemps. J'avais 15 ans. Assez vieux pour aider maman à faire tourner la pension, assez jeune pour qu'il me manque terriblement. Il croisa son regard. Il m'a appris à lire les intentions d'un cheval, à être patient avec les plus sauvages, et j'ai appris ce que cela coûte à une famille quand un homme ne peut pas se fixer. Le poids de ces mots planait entre eux. Béatrice sentait qu'il lui disait quelque chose d'important sur lui-même, sur le genre d'homme qu'il avait choisi d'être. « Vous vous êtes construit une belle vie ici, observa-t-elle. J'ai essayé, admit-il. Ce n'est pas toujours passionnant, mais c'est un travail honnête, et je dors bien la nuit. » Il sourit soudainement, l'ombre s'effaçant de son visage. « Et maintenant, Mademoiselle Norwood, si vous êtes reposée, nous devrions peut-être continuer votre leçon. Il y a une jolie prairie juste derrière ces arbres qui serait parfaite pour pratiquer votre troute. »
Le reste de l'après-midi passa trop vite au goût de Béatrice. Sous la supervision attentive de Lucas, elle se sentit de plus en plus à l'aise avec Daisy, réussissant même un petit canter qui la laissa essouffler d'excitation. Alors qu'il rentrait en ville, le soleil couchant peignant le paysage d'or et d'ambre, Béatrice ressentit un contentement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Le territoire du Wyoming, avec ses vastes espaces ouverts et ses habitants simples, commençait à lui sembler plus familier que Boston ne l'avait jamais été. À la porte de son cottage, Lucas l'aida à descendre de cheval une dernière fois, ses mains fortes et sûres autour de sa taille. Elle était très consciente de leur proximité, de la façon dont ses yeux s'attardaient sur son visage dans la lumière déclinante. « Merci pour cette journée, dit-elle doucement. Je ne me souviens pas avoir jamais autant apprécié une journée. Tout le plaisir était pour moi, répondit Lucas d'une voix tout aussi douce. Nous pourrions peut-être en faire une habitude. Les dimanches après-midi après la messe. J'aimerais beaucoup. Pendant un instant, elle crut qu'il allait en dire plus ou peut-être faire plus, mais il se contenta de lui serrer doucement la main avant de la lâcher. Bonne nuit, Bétrus. Repose-toi bien. Tes muscles seront endoloris demain. En le regardant emmener les chevaux, Béatrice admit ce qu'elle avait ressenti toute la journée. Elle était en train de tomber amoureuse de Lucas Whittaker. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans un rythme agréable. Les jours de semaine étaient consacrés à l'enseignement, Béatrice réussissant peu à peu à convaincre même les élèves les plus récalcitrants grâce à une combinaison de discipline ferme et d'intérêt sincère pour leur progrès. Les soirées étaient souvent passées à la pension, où elle appréciait la cuisine de Martha et la compagnie de Lucas autour d'une partie d'échecs ou d'une conversation. Les dimanches devinrent le moment fort de la semaine de Béatrice. Après l'église, elle et Lucas partirent à cheval pendant des heures pour explorer la campagne autour de Dry Creek. Sous sa tutelle patiente, elle devint une cavalière confiante, ne craignant plus les cantées ni même les galops contrôlés à travers les prairies ouvertes. À mesure que septembre laissait place à octobre, les trembles se teintaient d'or et l'air devenait vif. Béatrice s'intégrait de plus en plus à la communauté, invitée à des réceptions, sollicitée pour des conseils sur l'éducation des enfants, incluse dans le cercle de couture des dames, malgré son manque avoué d'habileté avec une aiguille. Son amitié avec Lucas s'approfondissait de jour en jour. Il découvrait des intérêts communs pour la littérature et l'histoire, discutant souvent de livres tard dans la soirée sur le porche de son cottage. Il lui fit découvrir ses endroits préférés dans la campagne environnante. Une cascade cachée, une crête avec une vue qui s'étendait jusqu'à l'horizon, un bosquet d'arbres anciens qui avait miraculeusement survécu à d'innombrables incendies de prairies. Pourtant, malgré leur proximité grandissante, Lucas maintenait une distance prudente qui intriguait parfois Béatrice. Il y avait des moments où elle était certaine qu'il ressentait la même attirance qu'elle. Lorsque sa main s'attardait sur la sienne pour l'aider à monter Daisy, lorsque leurs regards se croisaient à table, lorsqu'ils s'asseyaient côte à côte sous son porche pour regarder le coucher du soleil. Mais à chaque fois, juste au moment où il semblait prêt à lui avouer ses sentiments, ou peut-être même à l'embrasser, il se retirait, changeait de sujet, ou trouvait une excuse pour partir. Martha, toujours aussi observatrice, fit une remarque à ce sujet un après-midi où Béatrice l'aidait à préparer des tartes pour la fête des moissons. « Mon fils est un homme prudent, dit-elle en étalant la pâte à tarte avec des gestes assurés, surtout en matière de cœur. » Béatrice se concentra sur l'épluchage des pommes, espérant que son rougissement n'était pas trop évident. « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. » Le regard entendu de Martha indiquait clairement qu'elle n'était pas dupe. « Lucas a déjà été blessé, dit-elle après un moment. Il y a 4 ans, il a courtisé une jeune femme nommée Clara. Elle venait de Denver et séjournait chez des parents ici pour l'été. En août, ils étaient fiancés. En septembre, elle était retournée à Denver et avait envoyé une lettre pour rompre leurs fiançailles. Elle ne supportait pas l'idée de vivre dans une petite ville du Wyoming. Elle écrivait « L'isolement tuerait son esprit. Comme c'est terrible pour lui, murmura Bétus, le cœur serré à l'idée de la douleur de Lucas. Il ne le montre pas, mais cela l'a marqué, continua Martha d'une voix douce. Il a peur de croire qu'une femme instruite de l'Est puisse être heureuse ici de façon permanente. Il a peur que vous réalisiez un jour que la vie urbaine vous manque trop pour rester. Béatrice posa son couteau et regarda Martha droit dans les yeux. « Je n'ai pas l'intention de quitter Dry Creek, dit-elle fermement.
J'ai trouvé plus de bonheur ici en 2 mois qu'en plusieurs années à Boston. Je vous crois, répondit Martha avec un sourire chaleureux. Mais Luca doit aussi y croire. Donne-lui du temps. La fête des récoltes du week-end suivant offrit une distraction bienvenue aux sentiments complexes de Béatrice. Toute la ville se rassembla sur la place pour manger, écouter de la musique, jouer et danser. Les enfants couraient partout en jouant à chat et en pêchant des pommes, tandis que les adultes échangeaient des nouvelles et des potins. Béatrice avait passé la matinée à aider les écoliers à installer leurs œuvres d'art et leurs compositions sur le thème des récoltes. Lorsque la fête commença officiellement à midi, elle était déjà gagnée par l'ambiance festive et profitait de la célébration communautaire d'une nouvelle année de récolte fructueuse. Elle regardait une course en sac entre ses élèves lorsque Luca apparut à ses côtés, très élégant dans sa chemise et son gilet propre, les cheveux bruns fraîchement coupés. Les enfants semblent s'amuser, observa-t-il en suivant son regard vers Timothy White, qui sautait avec détermination vers la ligne d'arrivée, le visage crispé par la concentration. Ils attendent cela avec impatience depuis des semaines, répondit Béatrice avec un sourire. Surtout la promesse du cidre de pomme de Mme Peterson. Le meilleur du territoire, acquiesça Luca. À propos, puis-je vous en apporter une tasse? Lorsqu'il revint avec 2 tasses de cidre fumant, ils trouvèrent un endroit tranquille au bord de la place pour regarder les festivités. Le soleil de l'après-midi était chaud malgré la fraîcheur automnale, et Béatrice ressentit un contentement qui semblait l'envelopper comme un châle confortable. « Vous avez changé, dit soudain Lucas, les yeux fixés sur son visage. Surprise, Béatrice se tourna vers lui. « Comment ça? Tu es plus sereine, expliqua-t-il. Quand tu es arrivé, malgré ta détermination, tu avais l'air fatigué, comme si tu attendais de voir si Dry Creek t'accepterait. » Il sourit. « Maintenant, tu te déplaces dans la ville comme si tu avais toujours été ici. » « Peut-être parce que j'ai le sentiment d'être ici chez moi, » répondit doucement Béatrice. « Je n'ai jamais ressenti cela à Boston, pas vraiment. » L'expression de Lucas devint sérieuse. « Béatrice, il y a quelque chose que je voudrais te demander. » Mais avant qu'ils puissent continuer, ils furent interrompus par le maire Phillips, qui insista pour que l'institutrice de la ville juge le concours d'orthographe des enfants qui allait commencer. Avec un sourire d'excuse, Béatrice se laissa entraîner, se demandant ce que Lucas allait lui dire. Le reste de l'après-midi se déroula dans un tourbillon d'activités. Béatrice jugea le concours d'orthographe, applaudit les gagnants des différents concours et goûta les plats préparés par chaque famille pour la fête des récoltes. Tout au long de la journée, elle sentit le regard pensif de Lucas posé sur elle depuis l'autre côté de la place. À la tombée de la nuit, les lanternes furent allumées et le petit orchestre de la ville entonna un air entraînant. Les couples commencèrent à se rassembler pour danser et Béatrice se retrouva entraînée dans une gigue de Virginie par M. Collins, le rédacteur en chef du journal, qui n'avait pas caché son admiration pour elle depuis son arrivée. « Vous êtes ravissante ce soir, Mademoiselle Norwood, » lui dit-il tandis qu'ils enchaînaient les pas de danse. « L'air automnal vous va à ravir. »« Merci, Monsieur Collins, » répondit Béatrice poliment, bien que ses yeux cherchaient Lucas dans la foule. Elle le trouva debout avec plusieurs autres hommes près du tonneau de cidre, l'air impénétrable, la regardant danser à la fin de la ronde. M. Collins semblait sur le point de l'inviter à danser à nouveau, mais Lucas apparut soudain à ses côtés. « M'accordez-vous cette danse, Madame Norwood ?» demanda-t-il formellement en lui tendant la main. L'orchestre avait entamé une valse, une danse plus intime que la ronde collective. Béatrice plaça sa main dans celle de Lucas, ressentant un frisson à son contact malgré la barrière de ses gants. « Je ne savais pas que vous saviez danser, » dit-elle alors qu'il la conduisait au centre de la piste de danse improvisée, sa main chaude posée sur sa taille. « Il y a beaucoup de choses que vous ignorez encore à mon sujet, » répondit-il avec un petit sourire. « Ma a insisté pour que j'apprenne correctement, disant qu'aucun de ses fils ne se dandrait sur une piste de danse comme un ours aux pattes endolories. » Béatrice rit, se détendant sous sa conduite alors qu'il se déplaçait gracieusement au rythme de la musique. Elle avait raison d'insister. Vous dansez magnifiquement. Pendant quelques minutes, ils évoluèrent en harmonie, le reste du festival s'effaçant, tandis que Béatrice se perdait dans la joie simple d'être dans les bras de Lucas. Lorsque la musique s'arrêta, il ne la lâcha pas immédiatement.
et elle se retrouva à lever les yeux vers un regard assombri par l'émotion. « Béatrice, commença-t-il d'une voix basse et intime, à propos de ce que j'essayais de te demander tout à l'heure, une fois de plus, ils furent interrompus, cette fois par des cris provenant du bord de la place. Un cheval et son cavalier approchaient au galop, les flancs de l'animal haletant sous l'effort. « Au feu !» cria le cavalier en s'arrêtant brusquement. « Au feu chez les Wilson! Ils sont piégés dans la grange! » L'ambiance festive s'évapora instantanément. Les hommes se précipitèrent vers les chevaux, tandis que les femmes organisaient des seaux et des couvertures. Lucas serra la main de Béatrice une fois avant de la lâcher. « Je dois y aller, dit-il en se tournant déjà vers l'endroit où Midnight était attaché. « Bien sûr, acquiesça-t-elle, comprenant immédiatement. « Sois prudent. » Pendant les heures qui suivirent, Béatrice travailla aux côtés des autres femmes, préparant des bandages, faisant bouillir de l'eau et s'occupant des enfants pendant que les hommes luttaient contre l'incendie au Ranch Wilson, à 5 km de la ville. Il était bien plus de minuit lorsqu'ils commencèrent à rentrer. Épuisés et noircis par la fumée, mais triomphants, les Wilson étaient sains et saufs. Et même si la grange était perdue, la maison avait été sauvée. Béatrice chercha anxieusement parmi les hommes qui revenaient jusqu'à ce qu'elle aperçoive Lucas, le visage couvert de suie, aidant Thomas Wilson, qui boitait, à se diriger vers la maison du médecin. Elle se précipita pour l'aider, prenant l'autre bras de Wilson pour le soutenir. « Juste une cheville foulée, » expliqua Wilson d'un ton sombre. « Je me suis blessé en faisant sortir le bétail de la grange. Ça aurait pu être bien pire si Lucas n'était pas arrivé à temps. » À la maison du médecin, ils confièrent Wilson aux soins du Dr. Pearson. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Béatrice eut enfin un moment seul avec Lucas. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant son corps à la recherche de blessures. « Juste fatigué, lui assura-t-il, bien qu'il grimaçât légèrement en bougeant son épaule. « Et j'aurai quelques nouveaux bleus demain. » Une poutre s'est effondrée pendant que nous sortions le dernier cheval. Sans réfléchir, Béatrice tendit la main pour essuyer une trace de suie sur sa joue, d'un geste doux. « Tu aurais pu être tué. » Lucas attrapa sa main et la maintint contre son visage pendant un moment. « Il faudrait plus qu'une grange en feu pour m'empêcher de revenir vers toi, dit-il doucement. Les mots restèrent suspendus entre eux dans le silence de la nuit, plus révélateurs que tous ceux qu'il avait prononcés auparavant. Béatrice sentit son cœur se gonfler d'émotion lorsqu'elle croisa son regard déterminé. « Lucas, te voilà. » La voix de Martha rompit ce moment alors qu'elle se précipitait vers eux. « Lucas, le maire veut parler à tous les hommes qui ont aidé à reconstruire la grange. Et Béatrice, Madame Wilson vous demande. Elle est chez nous avec les bon avant. » Avec un soupir réticent, Lucas lâcha la main de Béatrice. « Nous parlerons demain, » promit-il avant de suivre sa mère vers la place du village. Mais le lendemain, il n'y eut aucune occasion d'avoir une conversation privée. Toute la communauté s'est mobilisée pour aider la famille Wilson, les hommes commençant à déblayer les décombres de la grange incendiée. Les femmes ont quant à elles organisé le ravitaillement en vêtements, nourriture et autres produits de première nécessité pour la famille, qui allaient séjourner à la pension jusqu'à ce que leur maison soit correctement nettoyée des dégâts causés par la fumée. La semaine suivante fut tout aussi chargée, avec la reprise des cours et une grande partie de l'énergie de la ville consacrée à la reconstruction de la grange prévue pour le samedi suivant. Béatrice ne voyait Lucas que brièvement, généralement en compagnie d'autres personnes, car tous s'efforçaient d'aider la famille Wilson à se remettre de l'incendie. Le vendredi soir, Béatrice commençait à se demander si elle avait imaginé l'intensité du moment qu'ils avaient partagé après l'incendie. Elle était en train de corriger des copies d'arithmétique à son bureau lorsqu'on frappa à la porte de l'école. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains jointes, l'air quelque peu hésitant. « Puis-je entrer? »« Bien sûr, » répondit Béatrice en mettant son travail de côté, le cœur battant à sa vue. Il entra, jetant un coup d'œil à la salle de classe vide avant de poser son regard sur elle. « Tu m'as manqué, » dit-il simplement. « Tu m'as manqué aussi, » admit-elle en se levant de son bureau. Lucas s'approcha d'un pas, l'air sérieux. « Béatrice, j'ai essayé de trouver le bon moment, les bons mots. » Il prit une profonde inspiration. « Lors de la fête des moissons, devant le feu, j'essayais de te demander si tu me permettrais de te courtiser comme il se doit. » Même si elle l'avait espéré, entendre ces mots prononcés à voix haute coupa le souffle à Béatrice.
Luca, oui, dit-elle doucement. Rien ne me rendrait plus heureuse. Le sourire qui transforma son visage valait chaque instant d'incertitude qu'elle avait ressenti. En deux enjambées, il comble la distance qui les séparait et prit ses mains dans les siennes. Cela fait des semaines que je veux te le demander, avoua-t-il. Mais j'avais peur. Peur que tu finisses par regretter d'avoir choisi de vivre ici avec moi. Béatrice serra ses mains. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit, lui assura-t-elle. Ma vie a commencé le jour où je me suis effondrée à la gare et où tu m'as ramené chez moi. Pendant un long moment, ils restèrent là à se regarder, l'air entre eux chargé de sentiments inexprimés. Puis, lentement, Luca se pencha vers elle, lui laissant toute latitude pour s'écarter si elle le souhaitait. Au lieu de cela, Béatrice se mit légèrement sur la pointe des pieds pour aller à sa rencontre. Leur premier baiser fut doux, une exploration hésitante qui s'intensifia rapidement lorsque Luca lâcha ses mains pour lui caresser le visage. Béatrice eut l'impression que son cœur allait exploser de bonheur lorsqu'elle enroula ses bras autour de son cou, lui rendant son baiser avec toute l'émotion qu'elle avait soigneusement contenue pendant des semaines. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Lucas posa son front contre le sien. « J'avais envie de faire ça depuis que je t'ai trouvé à la gare, » admit-il avec un sourire malicieux. Même quand j'étais à moitié mort de fatigue, le taquina Béatrice. Même à ce moment-là, confirma-t-il. Même si tu es beaucoup plus vivante maintenant, rirent-ils ensemble, la joie jaillissant entre eux comme une source. Dehors, la dernière lumière dorée du jour s'estompait, mais aucun des deux ne fit le moindre geste pour allumer les lampes. Dans la pénombre grandissante, Luca l'embrassa à nouveau, avec plus d'assurance cette fois, et Béatrice répondit avec la même ferveur, oubliant toute la bienséance qu'elle avait soigneusement entretenue, émerveillée d'être enfin dans ses bras. L'hiver arriva tôt dans le Wyoming cette année-là, avec les premières chutes de neige début novembre. Béatrice, qui n'avait jamais connu les rigueurs de l'hiver dans l'Ouest, se montra reconnaissante envers Luca pour sa prévoyance. Dans les semaines qui précédèrent la neige, il avait coupé et empilé suffisamment de bois de chauffage à côté de sa maison pour passer les mois les plus froids, réparer les fenêtres qui laissaient passer les courants d'air et isoler davantage le toit. Ici, les hivers peuvent être mortels si vous n'êtes pas préparé, expliquait-il tout en travaillant. Surtout pour quelqu'un qui était habitué aux hivers de Boston. Leur idylle progressa régulièrement au cours de ces premiers mois d'hiver. Luca rejoignait Béatrice plusieurs fois par semaine pour dîner dans son cottage. Apportant du gibier de quoi il avait chassé ou des légumes provenant de la cave à légumes de Martha. Le dimanche, après la messe, ils partaient en traîneau à travers le paysage enneigé, émitouflés sous d'épaisses couvertures en peau de bison. Béatrice s'émerveillait devant la beauté immaculée des plaines recouvertes de blanc. À l'approche de Noël, toute Dry Creek parlait du moment où Lucas Whittaker ferait sa demande à l'institutrice. Martha avait commencé à faire allusion aux bagues de famille, et plusieurs élèves de Béatrice se mettaient à glousser chaque fois que Lucas venait la raccompagner de l'école. La messe de la veille de Noël à l'église était particulièrement belle cette année-là, avec des branches de sapin décorant les bancs et des bougies diffusant une lumière chaleureuse sur l'assemblée. Béatrice était assise à côté de Luca et Martha, chantant des chants de Noël et ressentant un profond sentiment d'appartenance en regardant les visages qui lui étaient devenus si chers au cours des mois qui avaient suivi son arrivée. Après la messe, alors qu'ils marchaient sous la neige qui tombait doucement vers la pension pour le souper de la veille de Noël, Lucas lui prit la main et l'arrêta sous les étoiles. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il en sortant un petit paquet de la poche de son manteau. J'aimerais que tu l'ouvres ce soir, si tu veux bien. » Intriguée, Béatrice déballait le paquet et découvrait une petite boîte en bois magnifiquement sculptée du même motif de fleurs sauvages que le marque-page qu'il lui avait offert quelques mois auparavant. À l'intérieur, niché sur un lit de velours, se trouvait une bague, un délicat anneau en or serti d'un petit diamant parfait qui reflétait la lumière des étoiles. Elle retint son souffle en levant les yeux vers Lucas qui la regardait intensément, ses yeux reflétant tout l'amour qu'elle ressentait dans son cœur. « Beatrix Norwood, » dit-il doucement en sortant la bague de la boîte. « Lorsque tu t'es évanouie à la gare ce jour-là, je ne savais pas que tu allais devenir tout pour moi. Je t'aime, j'aime ta force, ta gentillesse, ta détermination. Je veux passer ma vie avec toi, si tu veux bien de moi. » Il fit une pause, un sourire effleurant ses lèvres. « Veux-tu m'épouser? »
Des larmes de bonheur brouillèrent la vision de Béatrix alors qu'elle acquiesçait. Oui, Lucas, de tout mon cœur. Oui. Il glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras, l'embrassant tendrement, tandis que des flocons de neige se posaient sur leurs épaules et dans leurs cheveux. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux si largement que cela en était presque douloureux. Je pensais peut-être à un mariage au printemps, suggéra Luca alors qu'il continuait vers la pension, son bras fermement autour de sa taille, quand les fleurs sauvages seront en fleurs. Parfait, acquiesça Béatrice, le cœur si plein qu'elle pouvait à peine parler. Martha les attendait sous le porche de la pension, son sourire complice indiquant qu'elle avait deviné ce qui s'était passé. Quand ils s'approchèrent, elle ouvrit les bras pour embrasser Béatrice. « Bienvenue dans la famille, ma chère, » murmura-t-elle. « Je n'aurais pas pu trouver mieux pour mon fils. » Les mois entre Noël et leur mariage en mai passèrent dans un tourbillon de bonheur pour Béatrice. Elle continua à enseigner, désormais avec une bague en or au doigt qui scintillait à la lumière lorsqu'elle écrivait au tableau. Les enfants étaient ravis du mariage à venir, les filles étant particulièrement fascinées par les préparatifs. Pendant ce temps, Lucas leur construisait une maison, une solide demeure à 2 étages sur un terrain non loin de la pension, avec vue sur les montagnes depuis le porche. Béatrice suivait l'avancement des travaux avec une excitation grandissante, aidant à choisir des détails tels que l'emplacement des fenêtres et la couleur de la peinture pour les armoires de cuisine. « Tout doit être parfait », expliquait Lucas, en lui montrant les sièges de fenêtres extra profonds qu'il avait construits dans ce qui serait leur salon. Un endroit où tu ne regretteras jamais d'avoir choisi de rester à Dry Creek. Je pourrais vivre dans une cabane d'une seule pièce et être heureuse tant que je serais avec toi, lui assura Béatrice, touchée par son dévouement à créer une maison qui lui plairait. Le mariage eut lieu par une matinée parfaite de mai, avec des fleurs sauvages tapissant les prairies autour de Dry Creek, comme Lucas l'avait prédit. Toute la ville s'était rassemblée pour la cérémonie dans la petite église blanche, décorée de rubans et de fleurs printanières par les élèves de Béatrice. Béatrice portait une robe en soie ivoire que Martha l'avait aidée à coudre, avec le voile en dentelle de sa mère et un bouquet de collines bleues et de marguerites blanches. Alors qu'elle remontait l'allée vers Lucas, qui l'attendait avec un regard plein d'amour, elle avait l'impression que son cœur allait éclater de bonheur. Les paroles du révérend Henderson l'envahirent d'une vague de joie, tandis qu'elle et Luca échangeaient leurs vœux et leurs alliances. Lorsqu'il les déclara mari et femme, Luca l'embrassa avec une tendresse qui lui fit monter les larmes aux yeux et suscita les acclamations des habitants rassemblés. La fête qui suivit eut lieu sur la place du village, avec des tables chargées de nourriture, de la musique jouée par le groupe local et des danses qui se prolongèrent jusque tard dans la soirée. À la tombée de la nuit, alors que les lanternes s'allumaient, Luca éloigna Béatrice des festivités pour l'emmener vers l'endroit où Midnight et Daisy les attendaient, scellés et prêts à partir. « Où allons-nous » demanda Béatrice, surprise. « Chez nous » répondit Lucas en l'aidant à monter sur Daisy. « J'ai pensé que tu préférerais passer ta première soirée en tant que Madame Whittaker au calme, plutôt que de rester à la pension, où toute Dry Creek risquait de nous chanter la sérénade pendant la moitié de la nuit. » La maison était parfaite dans la pénombre, avec ses lanternes déjà allumées à l'intérieur, qui diffusaient une lumière chaleureuse à travers les fenêtres. Luca l'avait meublée simplement mais confortablement, avec quelques meubles provenant de la pension et d'autres qu'il avait fabriqués lui-même pendant les mois d'hiver. Sur le seuil, il la surprit en la soulevant dans ses bras, comme il l'avait fait le jour de leur rencontre. « Bienvenue à la maison, Madame Whittaker », dit-il doucement, la portant au-delà du seuil et vers leur nouvelle vie ensemble. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité tranquille de leur chambre, Béatrice posa sa tête sur la poitrine de Lucas, écoutant les battements réguliers de son cœur. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi heureuse, » murmura-t-elle. Luca la serra plus fort dans ses bras. « Moi non plus, » admit-il. « Quand je t'ai vu t'effondrer à la gare, tout ce à quoi j'ai pensé, c'est que tu avais besoin d'aide. Je ne savais pas que tu étais exactement ce dont j'avais besoin, ce que j'attendais sans même le savoir. » Béatrice sourit contre sa peau. « On dirait qu'on s'est sauvés l'un l'autre. Les années qui suivirent te apportèrent toutes les joies et les défis de la vie dans le Wyoming. » Béatrice continua à enseigner jusqu'à la naissance de leur premier enfant, une fille qu'ils appelèrent Elizabeth Martha, en hommage à leurs mères respectives. 2 ans plus tard, ils ont accueilli un fils, William Lucas,
qui avait les yeux bleus et la détermination obstinée de son père. L'entreprise d'entraînement de chevaux de Luca prospérait, sa réputation s'étendant à tout le territoire grâce à son habileté avec les Mustangs les plus sauvages. Lorsque Beatrice a exprimé son intérêt pour l'aider, il lui a appris suffisamment pour qu'il puisse travailler en partenariat pendant les étés, lorsque l'école n'était pas en session. Dry Creek s'est développé en même temps que la famille Whitaker, le chemin de fer apportant de nouveaux colons et de nouvelles opportunités. Lorsque le Wyoming obtint le statut d'État en 1890, la ville avait presque doublé de taille et s'enorgueillissait d'une nouvelle école de 2 salles, où Beatrice remplaçait parfois l'enseignant titulaire lorsque celui-ci avait besoin d'aide. À l'occasion du 10e anniversaire de leur rencontre, Lucas surprit Beatrice en lui offrant un voyage, non pas vers l'est comme elle s'y attendait, mais vers les montagnes qu'il aimait, où il avait construit une petite cabane au bord d'un lac cristallin. J'ai pensé que nous méritions un peu de temps seuls, expliqua-t-il alors qu'ils remontaient le sentier sinueux, leurs enfants étant en sécurité chez Martha pour la semaine. Loin de la ville, des chevaux, des exigences constantes. La cabane était rustique mais confortable, avec une cheminée en pierre et une véranda donnant sur l'heure. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de nuances dorées et cramoisies, Lucas lui prit la main, son pouce effleurant l'anneau d'or usé qu'il y avait placé 10 ans auparavant. Des regrets demanda-t-il, la voix sérieuse sous la question désinvolte. D'être resté dans le Wyoming, de la vie que nous avons construite. Beatrice se tourna vers lui, voyant sur son visage bien-aimé les mêmes traits séduisants qui avaient été sa première vision à son réveil dans la pension, il y a tant d'années. Il y avait de nouvelles rides au coin de ses yeux, une touche d'argent à ses tempes, mais son regard avait conservé le même amour inébranlable qui l'avait soutenu à travers toutes les joies et les peines qu'ils avaient partagées. Pas un seul, répondit-elle avec une conviction totale. M'effondrer dans cette guerre a été la meilleure chose qui me soit arrivée, Lucas Whitaker. Cela m'a amené vers toi. Son sourire, toujours capable de faire battre son cœur après toutes ces années, était une réponse suffisante alors qu'il la serrait contre lui. Dans le crépuscule naissant, avec la montagne qui les entourait comme une sentinelle, ils se serrèrent l'un contre l'autre, sûrs d'avoir trouvé en l'autre exactement ce dont ils avaient besoin. Un amour assez fort pour résister à toutes les tempêtes, assez profond pour durer toute une vie, et assez vrai pour leur donner l'impression de rentrer chez eux à chaque étreinte. Et alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri au-dessus de la nature sauvage du Wyoming, qu'ils aimaient tant, Beatrice savait avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé sa place. Non pas dans un lieu, mais dans les bras du cow-boy qui l'avait relevée lorsqu'elle était tombée et l'avait portée. Oi, oi, Diablo Girl. Mano, fui no evento de Diablo hoje. Porra, bom demais, velho. E o mais legal é que estavam mostrando os trailers de gameplay do Warlock pra rapaziada e tal. Tava tendo, né, algumas coisas lá. E eu tava tipo, galera, eu vi tudo isso lá, mano, no final de janeiro, quando eu fui pro escritório da Blizzard, e eu não podia contar pra ninguém! Eu não podia contar pra ninguém! Ninguém! Ai. Eu, mano, pude jogar na frente dos pros dev assistirem, ver o que precisava mudar pra dar feedback e tudo mais, e eu não podia falar pra ninguém. Mas foi muito legal. Aí eu tava lá, fui pro evento e, mano, tinha. Mano, eu não sei se nesse horário já rolou o sorteio, mas ia ter um sorteio pra galera que tava lá de um quadro pintado a óleo do Mephisto. Muito foda! Eu só não fiquei porque eu queria jogar Arcanis. Mas. E eu já tenho um quadro autografado pelos devs de Diablo 4 que eu ganhei na festa de lançamento do Diablo 4 que tá aqui na minha parede. Se eu ganhasse uma pintura a óleo do Mephisto, eu não sei nem o que eu ia fazer, mano. Mas. Mas aí, enfim. Eu.
A Mona Lisa ia rodar. Mano, eu ia mandar tirar esse quadro imenso de 1000 quilos da Mona Lisa que tá na minha parede desde que eu me mudei. E. Acho que eu já contei isso pra vocês, mas tem um fun fact sobre o quadro da Mona Lisa que eu tenho aqui na minha casa. Eu me mudei pra cá, né? E tem um quadro gigantesco da Mona Lisa. Deve ter, sei lá, uns 2 metros de altura. É um quadro muito, muito grande. E ele se mexe. É, então eu já contei. Pra galera que não tava, é tipo o Tazo antigo que você mexia assim e ele tinha, tipo, 2 imagens diferentes quando você vira assim. É. O meu quadro, se você caminha um pouco pra um lado ou caminha um pouco pro outro, ele muda, ele mexe. E aí tem uma versão toda customizada, roqueira punk da Mona Lisa e a Mona Lisa normal. Então várias pessoas chegam na minha casa, olham e falam: ah, beleza, um quadro da Mona Lisa. Aí elas se movem, elas olham de novo e elas falam: meu Deus, como que a Mona Lisa ficou punk? E aí, no começo, quando eu me mudei pro apartamento, eu falei: mano, que porra que tem um quadro da Mona Lisa na parede? Eu vou tirar essa merda. Tipo, vou botar um quadro, sei lá, eu vou pedir pro. Eu tenho amiga artista plástica, peço pra pintar um quadro pra eu botar na parede e tal. No que eu me movimentei, que mudou o quadro, e daí dava pra ver a assinatura do artista plástico que fez e tal. Aí eu falei: tudo mudou. Calma, que tudo mudou. Porque aí que eu vi que era uma obra mesmo. Não era tipo uma Mona Lisa, uma réplica de uma Mona Lisa, pá, na parede. Era uma obra de um artista plástico, literalmente, que trabalhou em cima e fez um bagulho legal. Aí eu falei: ah, então tá. Mas é, fui no evento de Diablo, voltei com um cookie de lá. Gostoso. Bem doce. Mas é um doce bom. Gostoso. Testou o Arlock. Testei em final de janeiro. Escondido de todo mundo lá no escritório da Blizzard. Gostei pra caralho do Arlock. Só que eu não podia contar pra ninguém. Mas. Acho que agora que já foi embargo e tal, e já vai lançar a expansão e tudo mais, eu posso falar mais. Mas os devs fizeram uma coisa muito fofa pra gente que viajou pra lá pra testar o. Pra testar o Arlock pela primeira vez. Eles tinham vários personagens em níveis diferentes, com builds diferentes, pra você poder testar as combinações de builds e você ver os diferentes playstyles do Warlock. Então, o Warlock no Diablo, pra quem né, é leigo, é uma classe nova que vai lançar. Vai. O que tá acontecendo? Ah, a área não tá liberada? Tá. Ah, é o bioma. Tá, entendi. Enfim, pra quem não manja, o Warlock é uma classe que vai lançar em DLC no Diablo 4. E aí é uma classe que dá pra você jogar de várias formas diferentes. Tipo, tem vários playstyles completamente diferentes. Galera?